La sonde Voyageur 1 nous envoie de drôles de messages. A-t-elle été capturée par des extraterrestres? Ce serait surprenant, n'est-ce pas? Mais sérieusement, il semble que la sonde s'approche vraiment de la fin de sa vie. L'épopée des sondes Voyager restera un projet que l'humanité devra toujours se souvenir. On a vu les planètes externes de notre système solaire de près, de très près, pour la première fois. Nous sommes capables de grandes choses. Allons voir ça dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 28, l'épopée des sondes voyageurs. Voyage vers l'infini. Précurseur du programme Voyager, le programme Pioneer. Le but de cette mission était de vérifier si nous étions capables d'envoyer des sondes vers Jupiter et Saturne et d'acquérir de l'information intéressante et pertinente. Les caméras installées sur ces sondes étaient assez rudimentaires. Le travail d'exploration est la mission principale, mais les sondes Pioneer avaient à leur bord une plaque contenant des informations au cas où elles rencontreraient un jour une civilisation extraterrestre. On pouvait y voir un homme et une femme nus. Il y a eu beaucoup de critiques à l'époque sur ce détail et ces images furent les dernières de ce type à être utilisées. Sur la plaque, il y avait aussi des symboles fournissant des informations sur l'origine des sondes. Pioneer 10 est une sonde spatiale américaine lancée en 1972 ayant pour mission de faire une première reconnaissance des planètes externes du système solaire. Elle est ainsi le premier véhicule spatial à traverser la ceinture d'astéroïdes en 1972, à effectuer un survol de la planète Jupiter en 1973, puis à atteindre la vitesse de libération nécessaire pour quitter le système solaire. Cette mission a donné le go pour le programme Voyager, beaucoup mieux équipé et lancé 5 ans plus tard pour réaliser une étude détaillée de Jupiter, Saturne, leurs satellites et même plus. Pioneer 10 s'éloigne depuis en direction de l'étoile Aldébaran dans la constellation du Taureau, qu'elle atteindra dans 2 millions d'années. Pioneer 10 est la première sonde spatiale équipée d'un générateur thermoélectrique à radioisotope RTG qui lui permet de s'affranchir de l'énergie solaire, très réduite aux distances des planètes supérieures pour sa production d'énergie. Le dernier contact avec cette sonde spatiale est établi le 23 janvier 2003. La sonde spatiale Pioneer 11, lancée en avril 1973, soit un an après Pioneer 10, suit d'abord la même trajectoire et réalise un survol de Jupiter le 2 décembre 1974, durant lequel ses instruments étudient plus particulièrement la Grande Tache Rouge. Elle utilise l'assistance gravitationnelle de la planète géante pour accélérer en direction de Saturne, qu'elle atteint le 1er septembre 1979. Pioneer 11, qui est la première sonde spatiale à visiter la planète géante, survole celle-ci à une distance de 43 000 km en se glissant entre l'anneau interne et les couches de la haute atmosphère. Le dernier contact avec Pioneer 11 survint en novembre 1995. Depuis lors, elle continue sa route vers l'extérieur du système solaire en direction de la constellation de l'Aigle. Elle devrait passer à proximité d'une étoile de cette constellation dans 4 millions d'années. En 1977 a eu lieu le lancement des 2 sondes Voyager. Mission: explorer les planètes externes du système solaire. Chacune des 2 sondes apporte avec elle un disque d'or qui est en quelque sorte une capsule temporelle résumant la vie sur Terre en vue de communiquer avec d'éventuels extraterrestres. C'est Carl Sagan et son équipe
qui ont planifié et créé des disques qui sont comme un message dans une bouteille dans la grande mer qu'est l'espace. Ils avaient un budget de 25 000 $. L'idée du disque est de Frank Drake. Sur le disque, il y a quelques informations pour savoir d'où cette sonde provient et qui nous sommes, et il y a aussi des instructions pour écouter le disque. De plus, une tête de lecture avec un saphir est embarquée sur la sonde pour pouvoir l'écouter comme à l'ancienne avant les CD. Sur le disque, il y a 1h30 de musique, par exemple des pièces historiques de musique classique, du jazz, de la musique de plusieurs cultures différentes et même du Chuck Berry avec la fameuse chanson, le hit Johnny B. Good. Il y a aussi 30 minutes de messages dans toutes les langues, divers bruits terrestres et plusieurs photos encodées. Certaines personnes ont eu peur qu'on se fasse connaître de cette façon. On pourrait avoir affaire à des extraterrestres dangereux et conquérants, mais l'univers est tellement grand que les chances d'avoir ce type de problème sont infiniment faibles. Par contre, il pourrait y avoir un risque plus élevé qu'on nous demande plus de chansons de Chuck Berry. Le fils de l'astronome Carl Sagan a enregistré en anglais « Bonjour des enfants de la planète Terre ». Hello from the children of planet Earth. Nous sommes maintenant une espèce interstellaire. Un alignement planétaire de ce genre se produit tous les 175 ans. La dernière fois, on était à l'ère des bateaux à voile. Les gens ont su convaincre le président Nixon pour réaliser le projet Voyager. Dépasser Saturne n'était pas encore officiel, mais les gens ont travaillé en ce sens et le projet a finalement inclus l'exploration d'Uranus et Neptune malgré les coûts énormes de cette mission d'exploration. On a eu une chance inouïe de pouvoir utiliser l'assistance gravitationnelle planétaire. Voyager 1 a été lancé après Voyager 2, mais sur une trajectoire plus rapide, et il a dépassé Voyager 2 en décembre 1977. Voyager 2 est parti le 20 août 1977. Mais après le lancement de Voyager 2, tout s'est affolé. La sonde ne contrôlait rien de la fusée, ce qui est normal, et elle pensait qu'il y avait des problèmes à cause de la rotation trop rapide de la fusée et des vibrations trop grandes en particulier. Certains processus se mettaient en backup, mais tout s'est replacé et après analyse, les gens ont réalisé que la programmation de la sonde était tout simplement trop restrictive au niveau de certains facteurs et ont corrigé le tout pour Voyager 1. Voyager 2 devra utiliser l'assistance gravitationnelle de la planète Jupiter, Saturne et même Uranus pour terminer son voyage à la planète Neptune et continuer vers l'infini. Voyager 1 est parti le 5 septembre 1977. Là aussi, il y a eu un problème. Une fuite de carburant dans le lanceur et on n'a pas eu la poussée maximum. Le deuxième étage a dû offrir de la poussée supplémentaire et il a réussi à 3 secondes près en ayant presque utilisé tout son carburant. Le diamètre des coupoles de l'antenne des sondes Voyager est de 3,66 m. Les sondes pèsent autour de 800 kg et les vaisseaux ont la taille d'un minibus adapté à l'espace. Voyager 1 utilise aussi l'assistance gravitationnelle pour atteindre Saturne et elle est devenue la première sonde à atteindre l'espace interstellaire en 2012. Le projet a débuté en 1972, mais il n'y a pas vraiment eu de travail scientifique jusqu'à ce moment, mais surtout de la préparation jusqu'au lancement en 1977. Mais là, c'est le démarrage de la phase d'observation de Jupiter. L'aventure commence. Voici une image de Jupiter par Voyager 1. En mars 1979, l'avalanche d'informations va commencer avec le passage de Voyager 1 près de la planète Jupiter, la plus grosse planète du système solaire,
plus de 10 fois le diamètre de la Terre, une superbe géante gazeuse. Voyageur 2 aura son tour 4 mois plus tard. À mesure que les sondes approchent, les photos devenaient de plus en plus belles, du petit point jusqu'aux photos de Jupiter dans toute sa splendeur. Lors d'une réunion, un journaliste demande à une personne du programme qu'est-ce qu'il dirait à Galilée s'il avait vécu jusqu'à cette date. La réponse fut « Comment avez-vous réussi à vivre si longtemps ?» Les gens étaient très heureux. Les photos sont prises en noir et blanc car les images sont plus nettes. Les couleurs sont ajoutées ensuite avec une série de filtres et du travail de traitement photo. C'était le tout début des photos numériques. On a vu la grande tache rouge comme jamais auparavant. Elle fait 3 fois la taille de la Terre et on l'a vue en action. On a pu prendre des mesures plus détaillées du champ magnétique de Jupiter. Pioneer 10 avait découvert qu'il était bien plus grand que ce que nous avions prévu. Lorsqu'on allait observer ce champ magnétique ou les satellites de Jupiter, il fallait toujours avoir la sécurité de la sonde en tête pour qu'elle puisse continuer son voyage vers Saturne. L'isolation pour protéger l'intérieur de la sonde a dû être faite rapidement avec du papier d'aluminium de l'épicerie du coin. Toute une anecdote, n'est-ce pas? Jupiter émet des sons et on y a même observé des éclairs. Certains pourraient couvrir la moitié des États-Unis. Voici un exemple de son provenant de Jupiter. Lors du passage près de Jupiter, on a pu entre autres observer les 4 satellites galiléens. Voici ici Callisto par Voyageur 1 à gauche et Voyageur 2 à droite. Il est plus gros que la Lune. La crainte d'avoir seulement des satellites sous forme de boules de glace ordinaire a été métamorphosée en intérêt grandissant car les satellites de Jupiter sont fascinants. Callisto est entièrement recouvert de cratères d'impact. Admirons maintenant le plus gros satellite du système solaire, Ganymède, par Voyageur 2 à gauche et Voyageur 1 à droite. Il y a des sillons, de belles arêtes et aussi des cratères d'impact. Et maintenant, Europe par Voyageur 1 à gauche et Voyageur 2 à droite. Il n'y a pas de cratère, c'est une boule de billard presque lisse, une croûte de glace craquelée où on soupçonne qu'il y a un océan sous la glace, un océan plus vaste que la Terre. On y retournera certainement bientôt. Io par Voyageur 2 à gauche et Voyageur 1 à droite. Il est lui aussi plus gros que notre Lune. Io est le clou du spectacle. Spectacle découvert lors du passage de Voyageur 1. Il y a des volcans actifs sur Io et on avait une photo. L'activité volcanique est 100 fois supérieure à la Terre. Les phases de survol des planètes sont à peu près d'une semaine et c'est très intense. Il y a une grosse pression et il faut informer le monde entier et on ne veut rien manquer lors du passage près des planètes. Les gens ne dormaient plus, ne mangeaient plus, etc. On a découvert en partant de Jupiter un fin anneau autour de l'immense planète gazeuse lors de l'éloignement de la sonde. Ce fut un bon tour que Jupiter nous a fait que de cacher cet anneau. Rien à voir avec les anneaux de Saturne, mais quand même. Voici une photo de Saturne prise par Voyageur 2. À l'automne 1980, c'est Voyageur 1 qui arrive près de Saturne. Nous sommes à plus d'1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Jupiter est assez dominant dans le système solaire, mais Saturne, elle est le bijou des planètes. Les anneaux sont composés de milliards de particules glacées dont certaines
sont aussi grosses qu'une maison. Imaginez-vous, les anneaux ont moins d'1 kilomètre d'épaisseur et sont complexes et très impressionnants. Saturne fut vraiment le spectacle le plus beau du voyage. Voyageur 2 a eu des problèmes à son arrivée près de Saturne, car la plateforme où sont fixées les caméras était gelée. Donc, on prenait des photos du vide. Ils ont réussi, avec des commandes de mouvement d'aller-retour répétées, à dégager la caméra et à prendre des photos de Saturne lorsque la sonde s'en éloignait. Après Saturne, la suite du voyage fut aussi remplie de belles surprises. Le plus gros satellite de Saturne est Titan, une boule de brouillard géante marron avec des brumes bleutées au-dessus. Titan est plus gros que la Lune. Il y a une atmosphère de méthane très dense. On dira plus tard que la Terre ressemblait peut-être à Titan au début de sa création et on pourra en apprendre plus sur notre planète en étudiant Titan. Voici le son du déplacement d'air enregistré par la sonde Huygens le 14 janvier 2005 lors de son atterrissage sur Titan. Voyageur 1 devait étudier Titan et de ce fait Saturne était à la fin de son voyage dans le système solaire au niveau planétaire. Voyageur 2 visitera seul Uranus et Neptune. Si Voyageur 1 avait eu de la difficulté avec Titan, Voyageur 2 aurait pris la relève et nous n'aurions pas été visiter Uranus et Neptune. Cela aurait été vraiment dommage. Les gens ont bien travaillé et les sondes aussi. On ne voyait pas au travers la couche de nuages de Titan, mais avec les signaux radio et grâce au spectromètre, on a pu mesurer des pressions et des températures. On a eu beaucoup d'informations tout de même de cet astre merveilleux. Le satellite Mimas par Voyageur 1 à gauche et le satellite Dione à droite. Mimas est criblé de cratères et avec son cratère géant Herschel, il ressemble à l'étoile noire de Star Wars en bas de l'écran. Toute une ressemblance, n'est-ce pas? Star Wars est sorti 3 ans avant cette découverte. Tout un hasard. Encelade par Voyageur 1. Elle est semblable au satellite de Jupiter, Europe. Il y a des geysers sur Encelade. Voyageur 1 l'avait vu, mais on n'avait pas encore réalisé cela à ce moment, mais beaucoup plus tard en révisant les photos. Uranus. 5 ans de voyage de plus pour y parvenir. Voyageur 2 était le premier vaisseau de la NASA à pouvoir être reprogrammé. Il n'y a pas beaucoup de lumière rendue à Uranus et une photo à longue exposition à la vitesse que la sonde va est impensable. La NASA a donc reprogrammé la sonde à distance pour que la sonde et la caméra tournent en prenant les photos pour avoir des photos à longue exposition nette. En janvier 1986, Voyageur 2 atteint donc Uranus à près de 3 milliards de kilomètres de la Terre. Elle s'est approchée à 82 000 km de la couche nuageuse de la planète. Uranus est vraiment réelle cette fois. Elle était de couleur bleu-vert à cause du méthane contenu dans son atmosphère. Son axe de rotation est très incliné et son pôle magnétique est près de l'équateur, ce qui est étrange. Uranus est un peu décevante et n'est pas très photogénique. Voyageur 2 a capturé ce beau croissant de la planète Uranus en s'éloignant de la planète. Miranda par Voyageur 2. Ce satellite de Saturne était bien placé sur l'orbite de Voyageur 2 qui se dirigeait vers Neptune. Et finalement, même si ce n'est pas la plus grosse lune d'Uranus, elle était très intéressante à observer. On dirait que Miranda avait été concassée et remise en boule à la va-vite.
Elle a une drôle d'apparence. Il y a de grosses falaises sur Miranda. On pourrait tomber d'une falaise de 10 km pendant 20 minutes, car la gravité de Miranda est très faible. Mais à la fin, on serait tout de même mort d'un impact à 150 km/h. 4 autres satellites de la planète Uranus. Vous avez à gauche Titania, ensuite Umbriel, Oberon et Ariel. Photo prise par Voyageur 2. Les anneaux d'Uranus ont été découverts de la Terre en 1977. Et maintenant, on les voyait vraiment de plus près. C'était fantastique. Et oui, un autre 3 ans et demi pour atteindre Neptune. La Terre est à 1 unité astronomique du Soleil et Neptune est à 30 fois cette distance. Donc 12 ans après le lancement de Voyageur 2, elle arrive près de Neptune à 4,8 milliards de kilomètres. Il a fallu encore reprogrammer la sonde et utiliser les 27 radiotélescopes du Nouveau-Mexique pour bien capter le faible signal de la sonde. Pendant le voyage de Voyageur 2, il a fallu ajouter, donc construire d'autres antennes pour permettre les futures communications à partir de Neptune. Neptune est plus attrayante qu'Uranus et avec sa couleur bleue, elle ressemblait un peu à la Terre. On a découvert une immense tache sombre qu'on a appelée la Grande Tache Noire. La NASA est très originale pour ses noms, n'est-ce pas? Pour Jupiter, Saturne et Uranus, le but était de survoler la planète et d'être propulsé vers la suivante. Mais pour Neptune, la dernière planète du voyage, ce n'était plus le cas. On a pu modifier la trajectoire pour avoir une vue extraordinaire des anneaux. Il ne faut pas oublier que la luminosité des anneaux est très faible. On les a quand même découverts en 1984 de la Terre. Triton, par Voyageur 2. À l'arrivée de Voyageur 2 près de Neptune, Triton n'était pas aligné, donc Triton n'était pas au bon endroit pour pouvoir l'observer sur cette trajectoire. La NASA a modifié la trajectoire de Voyageur 2 pour qu'elle passe près du pôle nord de Neptune à quelques milliers de kilomètres de la couche nuageuse de la planète pour que la gravité de Neptune modifie l'orbite de la sonde pour se diriger vers Triton. La sonde aurait pu chuter sur Neptune ou se détruire. On aurait pu percuter Triton aussi. La sonde passe à 4800 km du pôle nord de Neptune, atteint Triton à une fraction de seconde près. Toute une réussite. L'hémisphère sud de Triton est complètement recouvert de glace d'azote. Il y avait des traces sur la surface de la calotte polaire. En essayant d'assembler les photos des parties de Triton pour en faire une seule image, certaines images ne s'alignaient pas correctement. En essayant de faire ressortir les détails en 3 dimensions, on a réalisé qu'il y avait des geysers sur Triton. Un au revoir à Neptune et Triton lors de la fin du voyage à l'intérieur de notre système planétaire. Et maintenant la Terre à 6 milliards de kilomètres. On a retourné les caméras vers l'intérieur du système solaire et ce point bleu a inspiré Carl Sagan. Vous pourrez retrouver le texte de Carl Sagan qui dit « Tous les humains que vous avez connus, que vous connaîtrez, vivent sur ce point bleu. C'est notre maison qu'il faut chérir, etc., etc., etc. » Allez voir ce texte, il est merveilleux. C'est maintenant officiel que la mission Voyageur 2 est maintenant une mission interstellaire. Je ne sais pas si les sondes Voyager vont rencontrer un jour une civilisation extraterrestre, mais Voyageur 1
se dirige vers la constellation du Serpentaire et passera à environ 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese 445 d'ici 40 000 ans. Cette dernière est située à 17 années-lumière du Soleil. Voyageur 2 se dirige quant à elle vers les constellations du Sagittaire et du Pan. Dans environ 40 000 ans, Voyageur 2 doit passer à une distance de 1,7 années-lumière de l'étoile Ross 248, située dans la constellation d'Andromède. Sur Voyageur 1, la plus rapide des deux sondes, en 2012, on a commencé à voir de drôles de manifestations sur les écrans. Le champ magnétique du Soleil changeait de direction avec de drôles de pics. En août 2012, la sonde est sortie de la bulle du système solaire. Elle est entre deux étoiles dans l'espace qui sépare les étoiles. Les signaux prennent plus de 18 heures à nous arriver. Il n'y aura plus jamais de mission de ce type. Toutes ces sondes seront encore dans les étoiles quand nous serons disparus du cosmos. Qui trouvera ces traces de notre existence? Voyageur 1 est maintenant dans l'espace intersidéral et vous avez ici un clin d'œil à la sonde Voyager dans Star Trek 1 de Motion Picture. Pour un peu plus de détails, je vous laisse lire ce résumé en mettant la vidéo sur pause. La conclusion suivra avec les derniers faits saillants de la situation de Voyageur 1 autour de mai-juin 2022. Voyageur 1 envoie des signaux très bizarres. Il rencontre quelques soucis techniques qui ne devraient pas affecter son fonctionnement selon les experts de la NASA. Il est à plus de 23,4 milliards de kilomètres. Aucun engin terrestre ne s'est aventuré aussi loin que la sonde Voyageur 1. Voyageur 2 va quant à elle à 19,5 milliards de kilomètres. 45 ans après le lancement de Voyageur 1, il est normal que la sonde a quelques petits problèmes. C'est le sous-système AACS qui est en cours d'investigation par les ingénieurs de la NASA. L'Attitude and Articulation Control Subsystem. Ce sous-système est un petit bloc de 20 cm sur 40 chargé de contrôler l'orientation du vaisseau et surtout de garder la grande antenne de la sonde pointée vers la Terre afin que le contact ne soit pas rompu. Ce contact demande de plus en plus de temps, puisqu'il faut plus de 21 heures pour qu'une communication parvienne à destination et autant pour obtenir la réponse. Des conditions peu optimales pour diagnostiquer une panne. Selon la NASA, Voyageur 1 continue d'exécuter les commandes qu'elle reçoit et son signal est toujours aussi clair, ce qui indique que l'AACS reste opérationnel. En revanche, il renvoie des données de télémétrie totalement incohérentes, comme si elles étaient choisies de manière aléatoire. Elles ne correspondent à aucune configuration possible de l'engin. À ce stade, il est impossible de savoir si ce problème va avoir un impact sur le fonctionnement de l'engin et s'il pourrait être réparé le cas échéant. Le fait que le mode sans échec, qui limite grandement les capacités, ne soit pas automatiquement déclenché, est plutôt de bon augure. En 2025, l'énergie restante des sondes Voyageur 1 et 2 sera pratiquement toute utilisée et la NASA pense à terminer la mission de ces deux sondes bientôt. Elles auront eu une durée 10 fois plus grande que la mission originale prévue. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Le projet Voyager mérite vraiment d'être connu de tout le monde. C'est presque aussi fantastique et peut-être plus que d'avoir marché sur la Lune. J'espère que vous avez apprécié ce voyage vers l'infini. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le pouce vers le haut pour m'encourager. Cela aidera aussi l'algorithme de YouTube à faire ressortir plus facilement la chaîne de la Zone Astro lors de recherches par les utilisateurs. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée et réalisée bénévolement pour le plaisir de tous, il faut quand même que les gens puissent trouver les vidéos pour les regarder. Et moi, j'aime partager avec vous. Donc,
profitez-en au maximum. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la Zone Astro.